Livre sixième. La conjonction de deux étoiles. Chapitre 1. Le sobriquet, mode de formation des noms de famille. Marius, à cette époque, était un beau jeune homme de moyenne taille, avec d'épais cheveux très noirs, un front haut et intelligent, les narines ouvertes et passionnées, l'air sincère et calme, et surtout son visage, je ne sais quoi qui était hautain, pensif et innocent. Son profil, dont toutes les lignes étaient arrondies sans cesser d'être fermes, avait cette douceur germanique qui a pénétré dans la physionomie française par l'Alsace et la Lorraine, et cette absence complète d'angle qui rendait les Sicambres si reconnaissables parmi les Romains et qui distingue la race léonine de la race aquiline. Il était à cette saison de la vie où l'esprit des hommes qui pensent se compose presque à proportion égale de profondeur et de naïveté. Une situation grave étant donnée, il avait tout ce qu'il fallait pour être stupide. Un tour de clé de plus, il pouvait être sublime. Ses façons étaient réservées, froides, polies, peu ouvertes. Comme sa bouche était charmante, ses lèvres les plus vermeilles et ses dents les plus blanches du monde, son sourire corrigeait ce que toute sa physionomie avait de sévère. À de certains moments, c'était un singulier contraste que ce front chaste et ce sourire voluptueux. Il avait l'œil petit et le regard grand. Au temps de sa pire misère, il remarquait que les jeunes filles se retournaient quand il passait, et il se sauvait ou se cachait, la mort dans l'âme. Il pensait qu'elles le regardaient pour ses vieux habits et qu'elles en riaient. Le fait est qu'elles le regardaient pour sa grâce et qu'elles en rêvaient. Ce muet malentendu entre lui et les jolies passantes l'avait rendu farouche. Il n'en choisit aucune, par l'excellente raison qu'il s'enfuyait devant toutes. Il vécut ainsi indéfiniment, bêtement, disait Courfeyrac. Courfeyrac lui disait encore « N'aspire pas à être vénérable », car il se tutoyait. Glisser au tutoiement est la pente des amitiés jeunes. Mon cher, un conseil. Ne lis pas tant dans les livres et regarde un peu plus les margotons. Les coquines ont du bon, Marius. À force de t'enfuir et de rougir, tu t'abrutiras. D'autres fois, Courfeyrac le rencontrait et lui disait « Bonjour, monsieur l'abbé ». Quand Courfeyrac lui avait tenu quelques propos de ce genre, Marius était 8 jours à éviter plus que jamais les femmes jeunes et vieilles, et il évitait par-dessus le marché Courfeyrac. Il y avait pourtant dans toute l'immense création 2 femmes que Marius ne fuyait pas et auxquelles il ne prenait point garde. À la vérité, on l'eût fort étonné si on lui eût dit que c'étaient des femmes. L'une était la vieille barbue qui balayait sa chambre et qui faisait dire à Courfeyrac « Voyant que sa servante porte sa barbe, Marius ne porte point la sienne. » L'autre était une espèce de petite fille qu'il voyait très souvent et qu'il ne regardait jamais. Depuis plus d'1 an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg, l'allée qui longe le parapet de la Pépinière, un homme et une toute jeune fille presque toujours assis côte à côte sur le même banc à l'extrémité la plus solitaire de l'allée, du côté de la rue de l'Ouest. Chaque fois que ce hasard qui se mêle aux promenades des gens dont l'œil est retourné en dedans amenait Marius dans cette allée, et c'était presque tous les jours qu'il y retrouvait ce couple. L'homme pouvait avoir une 60aine d'années. Il paraissait triste et sérieux. Toute sa personne offrait cet aspect robuste et fatigué des gens de guerre retirés du service. S'il avait eu une décoration,
Marius eût dit « C'est un ancien officier ». Il avait l'air bon, mais inabordable, et il n'arrêtait jamais son regard sur le regard de personne. Il portait un pantalon bleu, une redingote bleue et un chapeau à bords larges, qui paraissait toujours neuf, une cravate noire et une chemise de Quaker, c'est-à-dire éclatante de blancheur, mais de grosse toile. Une grisette passant un jour près de lui dit « Voilà un veuf fort propre ». Il avait les cheveux très blancs. La première fois que la jeune fille qui l'accompagnait vint s'asseoir avec lui sur le banc qu'il semblait avoir adopté, c'était une façon de fille de 13 ou 14 ans maigre, au point d'en être presque laide, gauche, insignifiante, et qui promettait peut-être d'avoir d'assez beaux yeux. Seulement, ils étaient toujours levés avec une sorte d'assurance déplaisante. Elle avait cette mise à la fois vieille et enfantine des pensionnaires de couvent, une robe mal coupée de gros mérinos noirs. Ils avaient l'air du père et de la fille. Marius examina pendant 2 ou 3 jours cet homme vieux, qui n'était pas encore un vieillard, et cette petite fille qui n'était pas encore une personne. Puis, il n'y fit plus aucune attention. Eux, de leur côté, semblaient ne pas même le voir. Ils causaient entre eux d'un air paisible et indifférent. La fille jasait sans cesse, et gaiement. Le vieil homme parlait peu, et par instants il attachait sur elle des yeux remplis d'une ineffable paternité. Marius avait pris l'habitude machinale de se promener dans cette allée. Il les y retrouvait invariablement. Voici comment la chose se passait. Marius arrivait le plus volontiers par le bout de l'allée opposé à leur banc. Il marchait toute la longueur de l'allée, passait devant eux, puis s'en retournait jusqu'à l'extrémité par où il était venu, et recommençait. Il faisait ce va-et-vient 5 ou 6 fois dans sa promenade. Et cette promenade 5 ou 6 fois par semaine, sans qu'ils en fussent arrivés, ces gens et lui, à échanger un salut. Ce personnage et cette fille, quoi qu'il parussent, et peut-être parce qu'ils paraissaient éviter les regards, avaient naturellement quelque peu éveillé l'attention des 5 ou 6 étudiants qui se promenaient de temps en temps le long de la pépinière, les studieux après les cours, les autres après leur partie de billard. Courfeyrac, qui était des derniers, les avait observés quelque temps, mais trouvant la fille laide, il s'en était bien vite et soigneusement écarté. Il s'était enfui comme un parthe en leur décochant un sobriquet. Frappé uniquement de la robe de la petite et des cheveux du vieux, il avait appelé la petite fille Mademoiselle la Noire et le père Monsieur Leblanc, si bien que personne ne les connaissait. D'ailleurs, en l'absence du nom, le surnom avait fait foi. Les étudiants disaient « Ah, Monsieur Leblanc est à son banc !» Et Marius, comme les autres, avait trouvé commode d'appeler ce monsieur inconnu Monsieur Leblanc. Nous ferons comme eux, et nous dirons Monsieur Leblanc, pour la facilité de ce récit. Marius les vit ainsi presque tous les jours, à la même heure, pendant la première année. Il trouvait l'homme à son gré, mais la fille assez maussade. Chapitre 2. Lux facta est. La lumière se fit. La seconde année, précisément au point de cette histoire où le lecteur est parvenu, il arriva que cette habitude du Luxembourg s'interrompit, sans que Marius sût trop pourquoi lui-même, et qu'il fut près de 6 mois sans mettre le pied dans son allée. Un jour enfin il y retourna. C'était par une sereine matinée d'été. Marius était joyeux comme on l'est quand il fait beau. Il lui semblait qu'il avait dans le cœur tous les chants d'oiseaux qu'il entendait et tous les morceaux du ciel bleu qu'il voyait à travers les feuilles des arbres. Il alla droit à son allée, et quand il fut au bout, il aperçut,
toujours sur le même banc, ce couple connu. Seulement, quand il approcha, c'était bien le même homme. Mais il lui parut que ce n'était plus la même fille. La personne qu'il voyait maintenant était une grande et belle créature ayant toutes les formes les plus charmantes de la femme à ce moment précis où elles se combinent encore avec toutes les grâces les plus naïves de l'enfant. Moment fugitif et pur que peuvent seuls traduire ces deux mots, 15 ans. C'étaient d'admirables cheveux châtains, nuancés de veines dorées, un front qui semblait fait de marbre, des joues qui semblaient faites d'une feuille de rose, un incarnat pâle, une blancheur émue, une bouche exquise d'où le sourire sortait comme une clarté et la parole comme une musique, une tête que Raphaël eût donnée à Marie posée sur un cou que Jean Goujon eût donné à Vénus. Et afin que rien ne manquât à cette ravissante figure, le nez n'était pas beau, il était joli. Ni droit, ni courbé, ni italien, ni grec. C'était le nez parisien. C'est-à-dire quelque chose de spirituel, de fin, d'irrégulier et de pur, qui désespère les peintres et qui charme les poètes. Quand Marius passa près d'elle, il ne put voir ses yeux qui étaient constamment baissés. Il ne vit que ses longs cils châtains pénétrés d'ombre et de pudeur. Cela n'empêchait pas la belle enfant de sourire tout en écoutant l'homme à cheveux blancs qui lui parlait. Et rien n'était ravissant comme ce frais sourire avec des yeux baissés. Dans le premier moment, Marius pensa que c'était une autre fille du même homme, une sœur sans doute de la première. Mais quand l'invariable habitude de la promenade le ramena pour la seconde fois près du banc, et qu'il l'eut examiné avec attention, il reconnut que c'était la même. En 6 mois, la petite fille était devenue jeune fille. Voilà tout. Rien n'est plus fréquent que ce phénomène. Il y a un instant où les filles s'épanouissent en un clin d'œil et deviennent des roses tout à coup. Hier, on les a laissées enfants. Aujourd'hui, on les retrouve inquiétantes. Celle-ci n'avait pas seulement grandi, elle s'était idéalisée. Comme 3 jours en avril suffisent à de certains arbres pour se couvrir de fleurs, 6 mois lui avaient suffi pour se vêtir de beauté. Son avril à elle était venu. On voit quelquefois des gens qui, pauvres et mesquins, semblent se réveiller, passent subitement de l'indigence au faste, font des dépenses de toutes sortes, et deviennent tout à coup éclatants, prodigues et magnifiques. Cela tient à une rente empochée. Il y a eu une échéance hier. La jeune fille avait touché son semestre. Et puis ce n'était plus la pensionnaire avec son chapeau de peluche, sa robe de mérinos, ses souliers d'écolier et ses mains rouges. Le goût lui était venu avec la beauté. C'était une personne bien mise, avec une sorte d'élégance, simple et riche, et sans manière. Elle avait une robe de damas noire, un camail de même étoffe et un chapeau de crêpe blanc. Ses gants blancs montraient la finesse de sa main qui jouait avec le manche d'une ombrelle en ivoire chinois, et son brodequin de soie dessinait la petitesse de son pied. Quand on passait près d'elle, toute sa toilette exhalait un parfum jeune et pénétrant. Quant à l'homme, il était toujours le même. La seconde fois que Marius arriva près d'elle, la jeune fille leva les paupières. Ses yeux étaient d'un bleu céleste et profond, mais dans cet azur voilé, il n'y avait encore que le regard d'un enfant. Elle regarda Marius avec indifférence, comme elle eût regardé le marmot qui courait sous les sycomores,
ou le vase de marbre qui faisait de l'ombre sur le blanc. Et Marius, de son côté, continua sa promenade en pensant à autre chose. Il passa encore 4 ou 5 fois près du banc où était la jeune fille, mais sans même tourner les yeux vers elle. Les jours suivants, il revint comme à l'ordinaire au Luxembourg. Comme à l'ordinaire, il y trouva le père et la fille. Mais il n'y fit plus attention. Il ne songea pas plus à cette fille quand elle fut belle, qu'il n'y songeait lorsqu'elle était laide. Il passait toujours près du banc où elle était, parce que c'était son habitude. Chapitre 3. Effet de printemps. Un jour, l'air était tiède. Le Luxembourg était inondé d'ombre et de soleil. Le ciel était pur comme si les anges l'eussent lavé le matin. Les passereaux poussaient de petits cris dans les profondeurs des marronniers. Marius avait ouvert toute son âme à la nature. Il ne pensait à rien. Il vivait et il respirait. Il passa près de ce banc. La jeune fille leva les yeux sur lui. Leurs 2 regards se rencontrèrent. Qu'y avait-il cette fois dans le regard de la jeune fille? Marius n'eût pu le dire. Il n'y avait rien et il y avait tout. Ce fut un étrange éclair. Elle baissa les yeux et il continua son chemin. Ce qu'il venait de voir, ce n'était pas l'œil ingénu et simple d'un enfant. C'était un gouffre mystérieux qui s'était entr'ouvert, puis brusquement refermé. Il y a un jour où toute jeune fille regarde ainsi. Malheur à qui se trouve là. Ce premier regard d'une âme qui ne se connaît pas encore est comme l'aube dans le ciel. C'est l'éveil de quelque chose de rayonnant et d'inconnu. Rien ne saurait rendre le charme dangereux de cette lueur inattendue qui éclaire vaguement, tout à coup, d'adorables ténèbres, et qui se compose de toute l'innocence du présent et de toute la passion de l'avenir. C'est une sorte de tendresse indécise qui se révèle au hasard et qui attend. C'est un piège que l'innocence tend à son insu, et où elle prend des cœurs sans le vouloir, sans le savoir. C'est une vierge qui regarde comme une femme. Il est rare qu'une rêverie profonde ne naisse pas de ce regard-là où il tombe. Toutes les puretés et toutes les ardeurs se concentrent dans ce rayon céleste et fatal, qui, plus que les œillades les mieux travaillées des coquettes, a le pouvoir magique de faire subitement éclore, au fond d'une âme, cette fleur sombre, pleine de parfums et de poison, qu'on appelle l'amour. Le soir, en rentrant dans son galetas, Marius jeta les yeux sur son vêtement et s'aperçut pour la première fois qu'il avait la malpropreté, l'inconvenance et la stupidité inouïe d'aller se promener au Luxembourg avec ses habits de tous les jours, c'est-à-dire avec un chapeau cassé près de la ganse, 2 grosses bottes de roulier, un pantalon noir blanc aux genoux et un habit noir pâle aux coudes. Chapitre 4. Commencement d'une grande maladie. Le lendemain, à l'heure accoutumée, Marius tira de son armoire son habit neuf, son pantalon neuf, son chapeau neuf et ses bottes neuves. Il se revêtit de cette panoplie complète, mit des gants luxe prodigieux et s'en alla au Luxembourg. Chemin faisant, il rencontra Courfeyrac et feignit de ne pas le voir. Courfeyrac, en rentrant chez lui, dit à ses amis « Je viens de voir le chapeau neuf et l'habit neuf de Marius et Marius dedans. Il allait sans doute passer un examen, il avait l'air
tout bête. Arrivé au Luxembourg, Marius fit le tour du bassin et considéra les cygnes. Puis il demeura longtemps en contemplation devant une statue qui avait la tête toute noire de moisissure et à laquelle une hanche manquait. Il y avait près du bassin un bourgeois quadragénaire et ventru qui tenait par la main un petit garçon de 5 ans et lui disait « Évite les excès, mon fils, tiens-toi à égale distance du despotisme et de l'anarchie. » Marius écouta ce bourgeois. Puis il fit encore une fois le tour du bassin. Enfin, il se dirigea vers son allée, lentement et comme s'il y allait à regret. On eût dit qu'il était à la fois forcé et empêché d'y aller. Il ne se rendait aucun compte de tout cela et croyait faire comme tous les jours. En débouchant dans l'allée, il aperçut à l'autre bout sur leur banc Monsieur Leblanc et la jeune fille. Il boutonna son habit jusqu'en haut, le tendit sur son torse pour qu'il ne fît pas de plis, examina avec une certaine complaisance les reflets lustrés de son pantalon et marcha sur le banc. Il y avait de l'attaque dans cette marche et certainement une velléité de conquête. Je dis donc, il marcha sur le banc, comme je dirais, Hannibal marcha sur Rome. Du reste, il n'y avait rien que de machinal dans tous ces mouvements, et il n'avait aucunement interrompu les préoccupations habituelles de son esprit et de ses travaux. Il pensait en ce moment-là que le manuel du baccalauréat était un livre stupide, et qu'il fallait qu'il eût été rédigé par de rares crétins pour qu'on y analysât comme chef-d'œuvre de l'esprit humain 3 tragédies de Racine et seulement une comédie de Molière. Il avait un sifflement aigu dans les oreilles. Tout en approchant du banc, il tendait les plis de son habit et ses yeux se fixaient sur la jeune fille. Il lui semblait qu'elle emplissait toute l'extrémité de l'allée d'une vague lueur bleue. À mesure qu'il approchait, son pas se ralentissait de plus en plus. Parvenu à une certaine distance du banc, bien avant d'être à la fin de l'allée, il s'arrêta. Et il ne put savoir lui-même comment il se fit qu'il rebroussa chemin. Il ne se dit même point qu'il n'allait pas jusqu'au bout. Ce fut à peine si la jeune fille put l'apercevoir de loin et voir le bel air qu'il avait dans ses habits neufs. Cependant, il se tenait très droit pour avoir bonne mine dans le cas où quelqu'un, qui serait derrière lui, le regarderait. Il atteignit le bout opposé puis revint, et cette fois il s'approcha un peu plus près du banc. Il parvint même jusqu'à une distance de 3 intervalles d'arbres, mais là il sentit je ne sais quelle impossibilité d'aller plus loin, et il hésita. Il avait cru voir le visage de la jeune fille se pencher vers lui. Cependant, il fit un effort viril et violent, dompta l'hésitation et continua d'aller en avant. Quelques secondes après, il passait devant le banc, droit et ferme, rouge jusqu'aux oreilles, sans oser jeter un regard à droite ni à gauche, la main dans son habit comme un homme d'État. Au moment où il passa sous le canon de la place, il éprouva un affreux battement de cœur. Elle avait, comme la veille, sa robe de damas et son chapeau de crêpe. Il entendit une voix ineffable qui devait être sa voix. Elle causait tranquillement, elle était bien jolie. Il le sentait, quoiqu'il n'essayât pas de la voir. Elle ne pourrait cependant, pensait-il, s'empêcher d'avoir de l'estime et de la considération pour moi si elle savait que c'est moi qui suis le véritable auteur de la dissertation sur Marcos Obregon de la Ronda que M. François de Neufchâteau a mise, comme étant de lui, en tête de son édition de Gilles Blas. Il dépassa le banc, alla jusqu'à l'extrémité de l'allée qui était tout proche, puis revint sur ses pas et passa encore devant la belle fille. Cette fois, il était très pâle. Du reste, il n'éprouvait rien que de fort désagréable. Il s'éloigna du banc et de la jeune fille, et tout en lui tournant le dos,
il se figurait qu'elle le regardait, et cela le faisait trébucher. Il n'essaya plus de s'approcher du banc. Il s'arrêta vers la moitié de l'allée, et là, chose qu'il ne faisait jamais, il s'assit, jetant des regards de côté et songeant dans les profondeurs les plus indistinctes de son esprit qu'après tout, il était difficile que les personnes dont il admirait le chapeau blanc et la robe noire fussent absolument insensibles à son pantalon lustré et à son habit neuf. Au bout d'un quart d'heure, il se leva, comme s'il allait recommencer à marcher vers ce banc qu'une auréole entourait. Cependant, il restait debout et immobile. Pour la première fois depuis 15 mois, il se dit que ce monsieur qui s'asseyait là tous les jours avec sa fille l'avait sans doute remarqué de son côté et trouvait probablement son assiduité étrange. Pour la première fois aussi, il sentit quelque irrévérence à désigner cet inconnu, même dans le secret de sa pensée, par le sobriquet de monsieur Leblanc. Il demeura ainsi quelques minutes, la tête baissée et faisant des dessins sur le sable avec une baguette qu'il avait à la main. Puis il se tourna brusquement du côté opposé au banc, à monsieur Leblanc et à sa fille, et s'en revint chez lui. Ce jour-là, il oublia d'aller dîner. À 8 heures du soir, il s'en aperçut, et comme il était trop tard pour descendre rue Saint-Jacques, « Tiens, dit-il, » et il mangea un morceau de pain. Il ne se coucha qu'après avoir brossé son habit et l'avoir plié avec soin. Chapitre 5. Divers coups de foudre tombent sur Mame Bougon. Le lendemain, Mame Bougon, c'est ainsi que Courfeyrac nommait la vieille portière principale, locataire, femme de ménage, de la masure Gorbeau. Elle s'appelait en réalité Madame Burgon, nous l'avons constaté, mais ce brise-fer de Courfeyrac ne respectait rien. Mame Bougon, stupéfaite, remarqua que monsieur Marius sortait encore avec son habit neuf. Il retourna au Luxembourg, mais il ne dépassa point son banc de la moitié de l'allée, ici assis comme la veille, considérant de loin et voyant distinctement le chapeau blanc, la robe noire et surtout la lueur bleue. Il n'en bougea pas, et ne rentra chez lui que lorsqu'on ferma les portes du Luxembourg. Il ne vit pas monsieur Leblanc et sa fille se retirer. Il en conclut qu'ils étaient sortis du jardin par la grille de la rue de l'Ouest. Plus tard, quelques semaines après, quand il y songea, il ne put jamais se rappeler où il avait dîné ce soir-là. Le lendemain, c'était le 3e jour, Mame Bougon fut refoudroyée. Marius sortit avec son habit neuf. « 3 jours de suite !» s'écria-t-elle. Elle essaya de le suivre, mais Marius marchait lestement et avec d'immenses enjambées. C'était un hippopotame entreprenant la poursuite d'un chamois. Elle le perdit de vue en 2 minutes et rentra essoufflée, aux 3/4 étouffée par son asthme, furieuse. « Si cela a du bon sens, grommela-t-elle, de mettre ces beaux habits tous les jours et de faire courir les personnes comme cela. » Marius s'était rendu au Luxembourg. La jeune fille y était avec monsieur Leblanc. Marius approcha le plus près qu'il put, en faisant semblant de lire dans un livre. Mais il resta encore fort loin, puis revint s'asseoir sur son banc où il passa 4 heures à regarder sauter dans l'eau les moineaux francs qui lui faisaient l'effet de se moquer de lui. Une quinzaine s'écoula ainsi. Marius allait au Luxembourg non plus pour se promener, mais pour s'y asseoir toujours à la même place et sans savoir pourquoi. Arrivé là, il ne remuait plus. Il mettait chaque matin son habit neuf pour ne pas se montrer, et il recommençait le lendemain. Elle était décidément d'une beauté merveilleuse. La seule remarque qu'on pût faire qui ressemblât à une critique,
c'est que la contradiction entre son regard qui était triste et son sourire qui était joyeux donnait à son visage quelque chose d'un peu égaré. Ce qui fait qu'à de certains moments ce doux visage devenait étrange sans cesser d'être charmant. Chapitre 6. Fait prisonnier. Un des derniers jours de la seconde semaine, Marius était comme à son ordinaire, assis sur son banc, tenant à la main un livre ouvert dont depuis 2 heures il n'avait pas tourné une page. Tout à coup, il tressaillit. Un événement se passait à l'extrémité de l'allée. Monsieur Leblanc et sa fille venaient de quitter leur banc. La fille avait pris le bras du père, et tous deux se dirigeaient lentement vers le milieu de l'allée où était Marius. Marius ferma son livre. Puis, il le rouvrit. Puis, il s'efforça de lire. Il tremblait. L'auréole venait droit à lui. « Ah, mon Dieu !» pensait-il, « je n'aurai jamais le temps de prendre une attitude. » Cependant, l'homme à cheveux blancs et la jeune fille s'avançaient. Il lui paraissait que cela durait un siècle et que cela n'était qu'une seconde. « Qu'est-ce qu'ils viennent faire par ici ?» se demandait-il. « Comment elle va passer, là ? Ses pieds vont marcher sur ce sable dans cette allée, à 2 pas de moi. » Il était bouleversé. Il eût voulu être très beau, il eût voulu avoir la croix. Il entendait s'approcher le bruit doux et mesuré de leurs pas. Il s'imaginait que M. Leblanc lui jetait des regards irrités. « Est-ce que ce monsieur va me parler ?» pensait-il. Il baissa la tête. Quand il la releva, ils étaient tout près de lui. La jeune fille passa et en passant, elle le regarda. Elle le regarda fixement, avec une douceur pensive qui fit frissonner Marius de la tête aux pieds. Il lui sembla qu'elle lui reprochait d'avoir été si longtemps sans venir jusqu'à elle et qu'elle lui disait « C'est moi qui viens ». Marius resta ébloui devant ces prunelles pleines de rayons et d'abîmes. Il se sentait un brasier dans le cerveau. Elle était venue à lui. Quelle joie! Et puis, comme elle l'avait regardée, elle lui parut plus belle qu'il ne l'avait vue encore. Belle d'une beauté tout ensemble féminine et angélique, d'une beauté complète qui eût fait chanter Pétrarque et agenouiller Dante. Il lui semblait qu'il nageait en plein ciel bleu. En même temps, il était horriblement contrarié, parce qu'il avait de la poussière sur ses bottes. Il croyait être sûr qu'elle avait regardé aussi ses bottes. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Puis il se mit à marcher dans le Luxembourg comme un fou. Il est probable que par moments il riait tout seul et parlait haut. Il était si rêveur près des bonnes d'enfants que chacune le croyait amoureux d'elle. Il sortit du Luxembourg, espérant la retrouver dans une rue. Il se croisa avec Courfeyrac sous les arcades de l'Odéon et lui dit « Viens dîner avec moi ». Ils s'en allèrent chez Rousseau et dépensèrent 6 francs. Marius mangea comme un ogre. Il donna 6 sous au garçon. Au dessert, il dit à Courfeyrac « As-tu lu le journal ? Quel beau discours a fait Audry de Puyraveau !» Il était éperdument amoureux. Après le dîner, il dit à Courfeyrac « Je te paye le spectacle !» Ils allèrent à la porte Saint-Martin voir Frédéric dans l'auberge des Adrets. Marius s'amusa énormément. En même temps, il eut un redoublement de sauvagerie. En sortant du théâtre, il refusa de regarder la jarretière d'une modiste qui enjambait un ruisseau et Courfeyrac, ayant dit « Je mettrai volontiers cette femme dans ma collection », lui fit presque horreur. Courfeyrac l'avait invité à déjeuner au café Voltaire le lendemain. Marius y alla et mangea encore plus que la veille. Il était tout pensif et très gai. On eût dit qu'il saisissait toutes les occasions de rire aux éclats. Il embrassa tendrement un provincial quelconque qu'on lui présenta. Un cercle d'étudiants s'était fait autour de la table et l'on avait parlé des niaiseries payées par l'État qui se débitent en chair à la Sorbonne. Puis la conversation était tombée sur les fautes et les lacunes des dictionnaires et des prosodies quichérate. Marius interrompit la discussion pour s'écrier « C'est cependant bien agréable d'avoir la croix !»« Voilà qui est drôle, » dit Courfeyrac bas à Jean Prouvaire. « Non,
répondit Jean Prouvaire. Voilà qui est sérieux. Cela était sérieux en effet. Marius en était à cette première heure violente et charmante qui commence les grandes passions. Un regard avait fait tout cela. Quand la mine est chargée, quand l'incendie est prêt, rien n'est plus simple. Un regard est une étincelle. C'en était fait. Marius aimait une femme. Sa destinée entrait dans l'inconnu. Le regard des femmes ressemble à de certains rouages tranquilles en apparence et formidables. On passe à côté tous les jours paisiblement et impunément et sans se douter de rien. Il vient un moment où l'on oublie même que cette chose est là. On va, on vient, on rêve, on parle, on rit. Tout à coup, on se sent saisi. C'est fini. Le rouage vous tient, le regard vous a pris. Il vous a pris n'importe par où ni comment, par une partie quelconque de votre pensée qui traînait, par une distraction que vous avez eue. Vous êtes perdu. Vous y passerez tout entier. Un enchaînement de forces mystérieuses s'empare de vous. Vous vous débattez en vain. Plus de secours humain possible. Vous allez tomber d'engrenage en engrenage, d'angoisse en angoisse, de torture en torture. Vous, votre esprit, votre fortune, votre avenir, votre âme. Et selon que vous serez au pouvoir d'une créature méchante ou d'un noble cœur, vous ne sortirez de cette effrayante machine que défiguré par la honte ou transfiguré par la passion. Chapitre 7. Aventure de la lettre U, livrée aux conjectures. L'isolement, le détachement de tout, la fierté, l'indépendance, le goût de la nature, l'absence d'activité quotidienne et matérielle, la vie en soi, les luttes secrètes de la chasteté, l'extase bienveillante devant toute la création, avaient préparé Marius à cette possession qu'on nomme la passion. Son culte pour son père était devenu peu à peu une religion, et, comme toute religion, s'était retiré au fond de son âme. Il fallait quelque chose sur le premier plan. L'amour vint. Tout un grand mois s'écoula, pendant lequel Marius alla tous les jours au Luxembourg. L'heure venue, rien ne pouvait le retenir. « Il est de service !» disait Courfeyrac. Marius vivait dans les ravissements. Il est certain que la jeune fille le regardait. Il avait fini par s'enhardir, et il s'approchait du banc. Cependant, il ne passait plus devant, obéissant à la fois à l'instinct de timidité et à l'instinct de prudence des amoureux. Il jugeait utile de ne point attirer l'attention du père. Il combinait ses stations derrière les arbres et les piédestaux des statues avec un machiavélisme profond, de façon à se faire voir le plus possible à la jeune fille et à se les voir le moins possible du vieux monsieur. Quelquefois, pendant des demi-heures entières, il restait immobile à l'ombre d'un Léonidas ou d'un Spartacus quelconque, tenant à la main un livre au-dessus duquel ses yeux, doucement levés, allaient chercher la belle fille. Et elle, de son côté, détournait avec un vague sourire son charmant profil vers lui. Tout en causant le plus naturellement, le plus tranquillement du monde avec l'homme à cheveux blancs, elle appuyait sur Marius toutes les rêveries d'un œil virginal et passionné. Antique et immémoriable manège qu'Ève savait dès le premier jour du monde, et que toute femme sait dès le premier jour de sa vie. Sa bouche donnait la réplique à l'un, et son regard donnait la réplique à l'autre. Il faut croire pourtant que M. Leblanc finissait par s'apercevoir de quelque chose. Car souvent, lorsque Marius arrivait, il se levait et se mettait à marcher. Il avait quitté leur place accoutumée et avait adopté, à l'autre extrémité de l'allée, le banc voisin du gladiateur, comme pour voir si Marius les y suivrait. Marius ne comprit point et fit cette faute. Le père commença à devenir inexact
et n'amena plus sa fille tous les jours. Quelquefois il venait seul. Alors Marius ne restait pas. Autre faute. Marius ne prenait point garde à ces symptômes. De la phase de timidité, il avait passé, progrès naturel et fatal, à la phase d'aveuglement. Son amour croissait, il en rêvait toutes les nuits. Et puis, il lui était arrivé un bonheur inespéré, huile sur le feu, redoublement de ténèbres sur ses yeux. Un soir, à la brune, il avait trouvé sur le banc, que Monsieur Leblanc et sa fille venaient de quitter, un mouchoir. Un mouchoir, tout simple et sans broderie, mais blanc, fin, et qui lui parut exhaler des senteurs ineffables. Il s'en empara avec transport. Ce mouchoir était marqué des lettres U-F. Marius ne savait rien de cette belle enfant, ni sa famille, ni son nom, ni sa demeure. Ces 2 lettres étaient la première chose d'elle qu'il saisissait. Adorables initiales sur lesquelles il commença tout de suite à construire son échafaudage. U était évidemment le prénom. Ursule, pensa-t-il, quel délicieux nom. Il baisa le mouchoir, l'aspira, le mit sur son cœur, sur sa chair, pendant le jour, et la nuit, sous ses lèvres pour s'endormir. J'y sens toute ton âme, s'écriait-il. Ce mouchoir était au vieux monsieur qui l'avait tout bonnement laissé tomber de sa poche. Les jours qui suivirent la trouvaille, il ne se montra plus au Luxembourg que baisant le mouchoir et l'appuyant sur son cœur. La belle enfant n'y comprenait rien et lui marquait par des signes imperceptibles. « Oh, pudeur !» disait Marius. Chapitre 8. Les invalides eux-mêmes peuvent être heureux. Puisque nous avons prononcé le mot pudeur, et puisque nous ne cachons rien, nous devons dire qu'une fois pourtant, à travers ses extases, son Ursule lui donna un grief très sérieux. C'était un de ces jours où elle déterminait Monsieur Leblanc à quitter le banc et à se promener dans l'allée. Il faisait une vive brise de prairial qui remuait le haut des platanes. Le père et la fille, se donnant le bras, venaient de passer devant le banc de Marius. Marius s'était levé derrière eux et les suivait du regard, comme il convient dans cette situation d'âme éperdue. Tout à coup, un souffle de vent, plus en gaieté que les autres et probablement chargé de faire les affaires du printemps, s'envola de la pépinière, s'abattit sur l'allée, enveloppa la jeune fille dans un ravissant frisson digne des nymphes de Virgile et des faunes de Théocrite, et souleva sa robe. Cette robe, plus sacrée que celle d'Isis, presque jusqu'à la hauteur de la jarretière. Une jambe d'une forme exquise apparut. Marius la vit et fut exaspéré et furieux. La jeune fille avait rapidement baissé sa robe d'un mouvement divinement effarouché, mais il n'en fut pas moins indigné. Il était seul dans l'allée, c'est vrai. Mais il pouvait y avoir eu quelqu'un. Et s'il y avait eu quelqu'un, comprend-on une chose pareille? C'est horrible, ce qu'elle vient de faire là, hélas. La pauvre enfant n'avait rien fait. Il n'y avait qu'un coupable, le vent. Mais Marius, en qui frémissait confusément le Bartholo qu'il y a dans Chérubin, était déterminé à être mécontent et était jaloux de son ombre. C'est ainsi, en effet, que s'éveille dans le cœur humain, et que s'impose, même sans droit, l'âcre et bizarre jalousie de la chair. Du reste, en dehors même de cette jalousie, la vue de cette jambe charmante n'avait eu pour lui rien d'agréable. Le bas blanc de la première femme venue lui eût fait plus de plaisir. Quand son Ursule, après avoir atteint l'extrémité de l'allée, revint sur ses pas avec Monsieur Leblanc et passa devant le banc où Marius s'était rassis, Marius lui jeta un regard bourru et féroce. La jeune fille eut ce petit redressement en arrière accompagné d'un haussement de paupières qui signifie « Eh bien, qu'est-ce qu'il a donc ?» Ce fut là leur première querelle.
Marius achevait à peine de lui faire cette scène avec les yeux que quelqu'un traversa l'allée. C'était un invalide tout courbé, tout ridé et tout blanc, en uniforme Louis XV, ayant sur le torse la petite plaque ovale de drap rouge aux épées croisées, croix de Saint-Louis du soldat, et ornée en outre d'une manche d'habit sans bras dedans, d'un menton d'argent et d'une jambe de bois. Marius crut distinguer que cet être avait l'air extrêmement satisfait. Il lui sembla même que le vieux cynique, tout en clopinant près de lui avait adressé un clignement d'œil très fraternel et très joyeux, comme si un hasard quelconque avait fait qu'ils pussent être d'intelligence, et qu'ils eussent savouré en commun quelque bonne aubaine. Qu'avait-il donc à être si content, ce débris de Mars? Que s'était-il donc passé entre cette jambe de bois et l'autre? Marius arriva au paroxysme de la jalousie. Il était peut-être là, se dit-il, il a peut-être vu. Et il eut envie d'exterminer l'invalide. Le temps aidant, toute pointe s'émousse. Cette colère de Marius contre Ursule, si juste et si légitime qu'elle fût, passa. Il finit par pardonner, mais ce fut un grand effort. Il la bouda 3 jours. Cependant, à travers tout cela et à cause de tout cela, la passion grandissait et devenait folle. Chapitre 9. Éclipse. On vient de voir comment Marius avait découvert ou cru découvrir qu'elle s'appelait Ursule. L'appétit vient en aimant. Savoir qu'elle se nommait Ursule, c'était déjà beaucoup. C'était peu. Marius, en 3 ou 4 semaines, eut dévoré ce bonheur. Il en voulut un autre. Il voulut savoir où elle demeurait. Il avait fait une première faute, tomber dans l'embûche du banc du gladiateur. Il en avait fait une seconde, ne pas rester au Luxembourg quand M. Leblanc y venait seul. Il en fit une troisième, immense. Il suivit Ursule. Elle demeurait rue de l'Ouest, à l'endroit de la rue le moins fréquenté dans une maison neuve, à 3 étages, d'apparence modeste. À partir de ce moment, Marius ajouta à son bonheur de la voir au Luxembourg le bonheur de la suivre jusque chez elle. Sa faim augmentait. Il savait comment elle s'appelait, son petit nom du moins, le nom charmant, le vrai nom d'une femme. Il savait où elle demeurait. Il voulut savoir qui elle était. Un soir, après qu'il les eut suivis jusque chez eux et qu'il les eut vus disparaître sous la porte cochère, il entra à leur suite et dit vaillamment au portier : « C'est le monsieur du premier qui vient de rentrer ? » ?»« Non, répondit le portier, c'est le monsieur du troisième. » Encore un pas de fait. Ce succès enhardit Marius. « Sur le devant ? » demanda-t-il. « Parbleu, fit le portier, la maison n'est bâtie que sur la rue. »« Et quel est l'état de ce monsieur ? » repartit Marius. « C'est un rentier, monsieur, un homme bien bon, qui fait du bien aux malheureux, quoique pas riche. »« Comment s'appelle-t-il ? » reprit Marius. Le portier leva la tête et dit : « Est-ce que monsieur est mouchard ? » Marius s'en alla assez penaud, mais fort ravi. Il avançait. « Bon, pensait-il, je sais qu'elle s'appelle Ursule, qu'elle est la fille d'un rentier, et qu'elle demeure là, rue de l'Ouest, au 3e. » Le lendemain, M. Leblanc et sa fille ne firent au Luxembourg qu'une courte apparition. Ils s'en allèrent qu'il faisait grand jour. Marius les suivit rue de l'Ouest, comme il en avait pris l'habitude. En arrivant à la porte cochère, M. Leblanc fit passer sa fille devant, puis s'arrêta avant de franchir le seuil, se retourna et regarda fixement Marius. Le jour d'après, ils ne vinrent pas au Luxembourg. Marius attendit en vain toute la journée. À la nuit tombée, il alla rue de l'Ouest et vit de la lumière aux fenêtres du 3e. Il se promena sur ces fenêtres jusqu'à ce que cette lumière fût éteinte. Le jour suivant, personne au Luxembourg. Marius attendit tout le jour, puis alla faire sa faction de nuit sous les croisées. Cela le conduisait jusqu'à 10 heures du soir. Son dîner devenait ce qu'il pouvait. La fièvre nourrit le malade et l'amoureux par l'amour. Il se passa 8 jours de la sorte. M. Leblanc et sa fille ne paraissaient plus au Luxembourg. Marius faisait des conjectures tristes. Il n'osait guetter la porte cochère pendant le jour.
Il se contentait d'aller à la nuit contempler la clarté rougeâtre des vitres. Il y voyait par moments passer des ombres, et le cœur lui battait. Le 8e jour, quand il arriva sous les fenêtres, il n'y avait pas de lumière. « Tiens, dit-il, la lampe n'est pas encore allumée. Il fait nuit pourtant. Est-ce qu'il serait sorti ?» Il attendit jusqu'à 10 heures, jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure du matin. Aucune lumière ne s'alluma aux fenêtres du 3e étage et personne ne rentra dans la maison. Et il s'en alla très sombre. Le lendemain, car il ne vivait que de lendemains en lendemain, il n'y avait pour ainsi dire plus d'aujourd'hui pour lui. Le lendemain, il ne trouva personne au Luxembourg, il s'y attendait. À la brune, il alla à la maison. Aucune lueur aux fenêtres, les persiennes étaient fermées. Le 3e était tout noir. Marius frappa la porte cochère, entra et dit au portier : « Le monsieur du 3e. »« Déménagé, » répondit le portier. Marius chancela et dit faiblement : « Depuis quand, donc ?»« D'hier. »« Où demeure-t-il maintenant ?»« Je n'en sais rien. »« Il n'a donc point laissé sa nouvelle adresse ?»« Non. » Et le portier, levant le nez, reconnut Marius. « Tiens, c'est vous, dit-il. Mais vous êtes donc décidément quart d'œil. »